Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à Zigzag Café, édition du vendredi, les voyages en zigzag. Des voyages qui vont nous amener aujourd'hui au fin fond des steppes de Mongolie, quelque part au cœur de l'Asie centrale. Et tout de suite, une invitée principale, elle se nomme Martina Tourisseva. Martina, bonjour. Bonjour. Et c'est elle qui va nous emmener dans ces lieux de Mongolie, que j'ai la chance de connaître un peu aussi. Et je dois dire que d'abord, pour faire les présentations et surtout pour comprendre ce qui amène Martina aujourd'hui, nous allons avoir recours à un document de la télévision mongole à propos de sa venue dans les steppes, justement. Un document en version originale, sous-titré bien sûr. Сайн байна уу? Тэгэхээр өөрөө одоо монгол хэлийг хаана юм сайн ярьж сурваа? Монгол зүрсэн. Би одоо Монгол 4 удаа ирсэн. Тэгээд Монгол зүрсэн дандаа ганцаараа ирсэн. Учраас монгол хэл сурмаар байсан. Монголчуудтай танилцмаар байсан. Тэгээд учраас монгол хэл сурсан. Одоо би Швейцараас ирсэн. Швейцарт амьдардаг. Финланд хүн байна, ээж хорват хүн байна. Учраас манай ээж надад хэлсэн ингэж чиний аав монгол хүн байж магадгүй. Учраас би монгол хэл сурсан. Тэгээд Монголд ирмээр байсан. Тэгээд би Монголын амьдрал маш их дуртай. Одоо бас айлд очсон, хоол хийсэн, зүгээр цай чансан. Хөдөө их дуртай. Би дараа Монгол их сургуулийн дараа их сургууль дуусаад би Монголд амьдралмаар байна. Учраас одоо 2 жилийн дараа Монголд амьдрал нь би ботож байна. Alors, ce document, Martina, prouve deux choses. D'une part, c'est que vous parlez parfaitement le mongol et aussi que vous montez, et que vous montez à cheval fort bien, que vous en descendez encore mieux, comme dans les grandes productions. Et à vos côtés, je ferai des ensembles des présentations tout à l'heure, mais en fait, la responsable de tout ce qui vous arrive, votre maman, Anita Tourisseva, parce que vous le disiez dans cette interview de la télévision mongole, c'est elle qui vous a laissé entendre un jour que vous pourriez avoir des ancêtres mongols. A priori, ça ne se voit pas vraiment, mais dans votre cœur, ça y est alors. Oui, ça y est, tout à fait. Et puis elle m'avait emmené voir en fait un film qui s'appelait Urg, oui, il y a environ 10 ans de cela. Et ma mère m'avait raconté justement que puisque j'ai des origines croates et finlandaises, que probablement mes lointains ancêtres venaient de Mongolie. Par quel côté? Par la Finlande ou par la Croatie? Alors, il y a des curiosités dans la famille des deux côtés. C'est-à-dire que j'ai une cousine en Slovénie qui est blonde aux yeux bleus, mais elle a les yeux bridés. Et puis mon grand-père en Finlande qui, jusqu'à l'âge de 20 ans, était blond. Et à l'âge de 20 ans, il est devenu noir, aux cheveux noirs. Donc voilà, ça peut être des deux côtés. Et vous avez 22 ans. Vous pensez que vous allez changer de couleur quand? Je ne sais pas. Alors, on a donc fait les présentations très brièvement, mais je vais le faire plus lentement maintenant. Anita, vous êtes donc la maman de Martina. Sacrée responsabilité de lui avoir donné le virus comme ça. Oui, ça c'est vrai, mais à l'époque, je ne pensais pas qu'elle prendrait le virus. je me suis rendu compte quand elle avait 18 ans et voulait préparer son voyage en Mongolie. Et vu que je n'ai pas pu la dissuader, j'ai continué à le préparer avec elle, en lui aidant, je ne sais pas, les conseils, en mettant les médicaments ensemble, en prenant des contacts avec des gens en Mongolie et ainsi de suite. Mais Martina, vous ne l'avez pas emmenée, vous ne l'avez pas autorisé votre maman à vous suivre Pas encore. C'était prévu pour cette année, malheureusement elle n'a pas pu venir, donc c'est prévu pour l'année prochaine en été. Elle est très attendue sur place. Autour de cette table, des amis à vous.
vous. Thomas, qui vous y a rejoint une première fois il y a assez longtemps, on en parlera tout à l'heure. Serenge, qui, comme vous le voyez, elle, a de vrais ancêtres mongols, mais qui vit en Suisse, qui fait des études, qui est musicienne. On parlera du groupe Tumbach tout à l'heure. Et puis 2 amies qui vivent en Suisse, mais qui sont encore d'une autre origine, qui sont norvégiennes, Caroline et Isabelle. Et vous êtes toutes les deux allées les rejoindre à des moments différents, l'aventurière. Voilà. Oui. En fait, moi, je suis partie avec Martina la première fois qu'elle est allée en Mongolie. On s'est rencontrés à Moscou en attendant nos billets de train. On est un peu tombés l'une sur l'autre par hasard. Moi, ne sachant pas qu'elle partait en Mongolie, elle ne sachant pas que j'y allais. Et c'était un peu le miracle de se retrouver là. Et on est partis avec aussi mon compagnon 3 semaines en voyage ensemble. Martina, c'est vrai, était soulagée de nous tomber dessus. Et surtout, sa maman était vraiment contente de... Alors, je salue aussi, juste derrière nous, elle nous rejoindra à cette table tout à l'heure, Sandra Roth, qui rentre aussi de Mongolie. Elle a suivi le groupe de Globetrotters que Jean-Philippe a reçu à cette même table il y a quelques semaines. On a du nouveau, des propositions à faire. Donc je vous propose tout de suite, parce que moi j'ai la chance aussi d'être allé assez longtemps en Mongolie, pas aussi longtemps que vous, mais c'est un des pays au monde que j'adore. Et je vous propose tout de suite qu'on entre... non pas à Ulaanbaatar, la capitale, qui ne présente pas un intérêt majeur, mais vraiment dans les steppes, dans les yourtes des semi-nomades de l'hiver mongol. Au début de la semaine, les loups ont égorgé 2 moutons et en ont blessé un 3e. Muksasat, 16 ans, est chargé de vérifier matin et soir que la plaie du survivant cicatrise normalement. Mais dans la journée, il faut bien que le troupeau de moutons et de chèvres angora s'éloigne de la yourte à la recherche des quelques brins d'herbe émergeant de la mince couche de neige. Nous les escortons à cheval. Aujourd'hui, il fait beau, inutile donc la paroi de glace érigée pour protéger la yourte des vents du nord. Les enfants, bien avant les adultes, ont le pressentiment du printemps qui revient. Lorsqu'approche le soir, Tumo, le petit frère de Bouya, sait qu'avec Tsokbaya, son père, il a pour mission de ramener la manade d'une centaine de chevaux à demi sauvages. À 5 ans et demi, il monte comme personne et les poulains ne lui résistent pas plus que les hongres ne résistent à l'ourga, la longue perche mongole terminée par un lien de cuir à l'ourga de Tsokbaya, son père. Voilà, on n'était pas exactement dans les mêmes endroits. Vous vous y retrouvez ou c'est très différent? On n'était pas ensemble, pas tout à fait à la même période? Oh, c'est très semblable. J'étais juste dans une autre région, au nord de la Mongolie, mais l'hiver dans la steppe est toujours aussi rude et toujours aussi agréable aussi en même temps. Alors vous êtes venu avec vos propres photos, pas avec du film. Ces photos vont émailler notre discussion. Je vous propose tout de suite de retourner un instant dans cette yourte amie. Regardez bien, voici le charbon mongol, bouse de vache et crottin séché. Chaque jour, nous faisons avec Bolto, le beau-frère de Tsokbaya, le tour du campement à la recherche de la moindre déjection oubliée. En l'absence de tout arbre ou arbuste, comment transformerait-on sinon la glace en eau? À la qualité du crottin et des bouses, on juge une famille de nomades mongols. Ne pas trop compter sur les crottes de bique, trop éphémères. 2 fois par mois, environ, on tue un mouton, on le fait longuement bouillir, puis on le découpe. Une partie est aussitôt consommée, le reste est stocké en congélation à l'extérieur. Ensuite, pour faire réchauffer les morceaux de viande, il suffit tout simplement de les tremper dans un bon thé au lait salé, d'accompagner le tout de boats, raviolis au mouton, typiquement mongol, et ensuite d'arroser tout ça de lait de jument fermenté
ou de vodka mongol obtenu par distillation de ce même lait de jument. En n'oubliant pas, bien sûr, d'en offrir une solide lampée aux esprits du panthéon bouddhiste, sans la protection desquels aucune vie ne serait possible dans la steppe de Mongolie. Serengay Sarangerel, le groupe Tumbash, dont je signale d'ailleurs qu'il a publié à disques, plusieurs même disques CD en Suisse, on les trouve en Suisse. Donc toutes ces informations, vous les trouverez, ainsi que d'ailleurs toute une foultitude d'autres informations sur la Mongolie sur notre site, dont l'adresse est bien sûr toujours donnée en fin d'émission. Serengay Sarangerel, vous pourrez nous rejoindre ici si vous le voulez bien. Attendez un tout petit instant, juste pour que nous voyions une image, l'image qui est celle de la vie quotidienne au tout petit matin en Mongolie. Voilà les lumières de la nuit. Et lorsque le jour n'est pas encore levé, voici la première activité. Martina et vous toutes, je vous propose que nous commentions ces gestes du quotidien, la première traite et puis la neige qu'on va chercher assez loin de la yourte pour qu'elle soit suffisamment propre et donner de l'eau potable. Oui, voilà. Alors en général, il faut bien faire attention que la neige ne soit pas piétinée par des animaux pour avoir de la neige la plus propre possible. Et on la récolte, on va la chercher plusieurs fois par jour. On traite également les vaches 2 à 3 fois par jour, en général le matin et le soir, pour pouvoir faire du lait et tous les produits laitiers qui vont avec, le thé au lait salé. Et puis on fait du beurre aussi, du beurre de yak ou de lait de jument. Et puis on fait aussi de la roule, qui est du fromage séché, etc. Oui, on a tout ça ici sur le plateau, on vous le montrera tout à l'heure. On observe encore ces gestes. Là, il s'agit de lait de vache, en effet. Ça peut être du lait de yak. Alors on peut le faire bouillir ainsi aussi pour en faire du yogourt. C'est-à-dire qu'on le laisse reposer d'abord une journée et ensuite on le rebout une fois pour faire du yogourt. Et puis bien sûr, c'est un plaisir le matin de déguster le lait fraîchement trait une fois réchauffé. Bon, vous qui avez été visiteur et visiteuse, vous y retrouvez un petit peu de votre quotidien aussi? Vous avez vécu dans des yourtes? Un petit peu, enfin on a surtout fait des arrêts chez des personnes, donc c'était plutôt itinérant, mais c'est vrai qu'on a vécu le matin le lait directement trait. C'était en été ou en hiver pour vous? En été. Oui, c'est un peu plus facile, parce voilà, que là en général il fait quand même moins 30. Vous étiez d'été ou d'hiver? En été aussi.
L'été. Alors, on va continuer à voir ces documents tout en les commentant, hein, puisque vous parliez de la nourriture. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Alors, en hiver, la nourriture nationale et la nourriture du Nouvel An, ce sont les boats qu'on voit à l'image actuellement. Ce sont des sortes de raviolis qu'on prépare avec de la farine et de l'eau pour faire la pâte. Que l'on étale ensuite et que l'on remplit avec de la viande hachée mélangée à de l'oignon et que l'on peut assaisonner aussi à son goût. Parfois, on y rajoute du riz encore et on les fait bouillir en général. Et tout le monde mange de tout, les vieux quand ils ont encore des dents, les adultes bien sûr, et même les enfants quand ils n'ont pas encore de dents. Quand ils n'ont pas encore de dents, on les habitue déjà à manger de la viande bouillie aussi. Donc ils sont habitués très tôt à vivre comme les adultes finalement. Et puis dans la yourte en hiver, on le voit, hein, on se dévait assez peu parce que, en particulier à la nuit tombée, le feu va s'arrêter et il ne fait pas très chaud quand même. Non, il ne fait pas très chaud, mais c'est surtout au Nouvel An, on reste en habit parce que c'est la tradition d'être bien habillé. Et c'est vrai que les températures sont assez fraîches, mais dans la yourte, il fait quand même très bon. Lorsque le feu chauffe la yourte, c'est très agréable. Puis vous avez vu, enfin, j'imagine, on vient de voir cette image, la façon j'allais dire, d'emmailloter, presque d'emballer les enfants. On verra tout à l'heure d'ailleurs que c'est aussi comme ça qu'on les emballe pour les emmener à cheval au long cours. J'ai remarqué qu'un certain nombre d'entre vous, bien sûr, avaient appris à chanter. On chante beaucoup dans les yourtes, on chante partout. Alors, avec Bolto, qui est ce jeune homme qui nous avait accueillis dans sa yourte, je propose qu'on écoute Bolto et qu'on essaye de chanter avec lui. Merci. Alors, ce sont des chansons que tout le monde connaît ou vous les connaissez parce que vous êtes musicienne? Tout le monde connaît. Tout le monde connaît. C'est une très célèbre chanson en Mongolie. Alors, tout à l'heure, on parlera aussi des instruments dont vous jouez, mais ça, est-ce que les nomades les utilisent aussi? On peut partir avec des instruments aussi lourds? Comment s'appelle ce qui ressemble au hagbret ou au cimbalom? Comment l'appelez-vous, vous? Non, c'est mon instrument, il s'appelle yoching. Ouais. Ça paraît un peu de cimbalom ouais. ou du sumer. Ouais. Mais ça, c'est quand même aussi plutôt à la ville que pour les nomades, ou bien? Oui, non, ce nomade, elle est très petite. Ouais. C'est là pour le cas de la scène, pour le spectacle, pour le professionnel, c'est là un peu grand, c'est utilisé là. C'est un peu professionnel, l'instrument. D'accord. Voilà. Alors, vous qui êtes quand même plutôt des villes, j'imagine que vous ne mettez pas tous les matins, comme le plus jeune, enfin l'un des plus jeunes des enfants de la famille Ouvi-Bolto, vous ne mettez pas forcément tous les matins ce type de chaussettes. Je vous laisse le soin de les regarder. Parce que... voilà. On peut peut-être expliquer là ce qu'on est en train de faire. Donc au général, on s'enroule les pieds dans ce tissu, ou bien à pieds nus, ou bien autour des chaussettes, parce que ça protège et de l'humidité ainsi que du froid, et puis aussi ça protège du frottement contre les bottes. Ouais. Parce qu'à la campagne, on est toujours en bottes pour pouvoir monter à cheval et aller chercher de l'eau, ou pour tous les travaux quotidiens, on est obligé d'être en bottes parce que c'est beaucoup plus confortable. Et c'est pour ça qu'il faut parfois s'y reprendre à 2 fois, parce que dans le tissu, il y a parfois des trous, voilà. Et si ça tombe au niveau de l'orteil ou du talon, on va être très mal toute la journée, c'est ça, quoi. Hein? C'est des choses qu'on vit aussi en ville. Moi, je serais intéressé de savoir, de ce qu'on montre en ce moment, vous qui êtes plutôt d'Oulan-Bator, vous connaissez tout ça ou vous le devinez seulement? Non, je sais. Voilà, oui, je sais, bien sûr. J'habite dans une capitale, à Oulan-Bator, mais parfois, nous partons faire la musique, le concert, la province.
Bien sûr, ça je connais. Bien sûr. Moi aussi, je fais comme ça. Ouais. Il y a très froid là dans Provence et parce que moi, je mets là dans la boîte aussi mettre quelque chose comme ça. Bien sûr, Pareil. c'est pareil. Bon, d'accord. Ouais. Et vous allez à cheval Peut-être aussi? quelqu'un travaille dans un bureau ou comme ça, peut-être ils sont jamais allés D'accord. en province, peut-être ils s'utilisent pas comme ça. Moi j'ai essayé. Vous allez à cheval aussi, vous montez? Oui, mais j'arrive pas, mais j'aimerais beaucoup, mais une fois je suis tombée pour ça. Moi, j'ai peur maintenant. Vous montez parfaitement. Oui, elle est parfaite. Elle est bonne, hein? Elle est bonne. J'aime beaucoup monter à cheval. Et quand je suis arrivée la première fois, j'ai regardé comment les Mongols faisaient, donc j'ai essayé de faire pareil. Bon, alors on va voir d'ailleurs comment ils font depuis le plus jeune âge. Regardez ce document, écoutez-le aussi parce que c'est pas tellement le cheval qu'on va entendre, mais ce sont des pleurs. Voilà comment ça commence normalement lorsque un bébé de moins de 2 ans est sollicité pour monter à cheval. Ça, c'est l'âge normal. Ah, voici la maman qui vient rassurer. Que disent-ils? Que dit-il? De ne pleure pas, mon enfant, sois brave. Et il est brave, hein? Il est brave, oui. On dit en général qu'un Mongol naît sur ce cheval et meurt sur son cheval. C'est un proverbe mongol. Et c'est vrai. C'est vrai, tout le monde. Alors, est-ce qu'on a un cheval attitré? Ou est-ce qu'on se sert un peu j'allais dire, dans la manade, comme on le dit en Camargue, où on a quand même son cheval? On a son cheval. Et en général, les hommes ont leurs chevaux aussi qu'ils ne prêtent pas non plus, ou que des femmes ne peuvent pas monter. Un cheval est sacré en général. Et dans les troupeaux, on peut utiliser les chevaux pour différentes raisons. Des chevaux qui sont là qu'on utilise pour garder les troupeaux, et d'autres qu'on utilise comme des juments pour la traite, et d'autres pour des cérémonies, etc. Et alors, vous parliez du film qui vous a décidé, Urga, enfin je le prononce, je crois qu'on dit Urg, hein? Urg. Mais disons Urga pour simplifier. L'Urga, c'est cette perche au bout de laquelle se trouve un nœud coulant pour attraper les chevaux. Et je dois dire que quelques années après les débuts, on se partage le travail entre père et fils. Disons Urga, père et fils, les voici d'ailleurs partant. Le gosse, lui, n'a pas encore d'Urga, il a 5 ans et demi. Il va se contenter de pousser les chevaux, alors que le papa ou le cousin, lui, aura l'Urga. Vous l'avez utilisé, l'Urga? Non, parce que ce sont en général les hommes qui l'utilisent. Il y a quand même une séparation des tâches entre les hommes et les femmes, bien que tout le monde sache en général cuisiner ou couper du bois, autant les femmes que les hommes. Mais en ce qui concerne les chevaux, c'est en général un travail d'homme. Donc je n'ai pas pu utiliser l'Urga, mais j'ai pu aller chercher les chevaux comme le petit le fait sur les images. Et vous autres, vous qui avez rejoint ou accompagné Martina, Thomas, vous montez? Moi j'ai appris là-bas. Il était brillant. Je n'ai jamais mis un pied sur un cheval. Pas le pied que vous mettre, il vaut mieux. Oui, d'accord. Mais non, j'ai eu beaucoup de plaisir. Ils sont très gentils, ces chevaux. Un peu pénible à arrêter parfois. Oui, mais il n'y a pas trop d'arbres contre lesquels on puisse non. se jeter, c'est quand même un avantage. La glace, la neige est parfois un peu gelée. Vous montez aussi? Pas tellement, mais j'ai monté un petit peu en Mongolie. C'est des chevaux qui sont un peu plus nerveux que chez nous. Hein. Ouais, ils sont petits. Ils sont plus petits. On tombe de moins haut, quoi. Oui, voilà. En d'autres termes. Et alors, là, on voit donc ce qui se passe dans la vie quotidienne. Hein. On essaye quand même le soir de ramener les troupeaux, y compris les chevaux, près de la yourte, tout simplement parce qu'il y a des loups. Voilà. Hein, et que les loups étant un petit peu craintifs près des yourtes, il vaut mieux rassembler le troupeau, mais il y a souvent des attaques de loups. Oui, il y en a souvent, et c'est un des grands dangers, surtout en hiver, puisqu'il fait très froid, donc les loups ne trouvent pas forcément non plus à manger, et ce n'est pas rare du tout d'avoir des moutons ou des chèvres égorgés par les loups. Donc les hommes partent la journée pour regarder le bétail et les troupeaux, et ils doivent le défendre aussi des attaques de loups. Moi, quand j'y ai vécu assez longtemps, j'avais un copain loup comme ça, mais je n'ai jamais vu que ses 2 yeux dans la nuit, parce que pour des raisons personnelles, j'avais parfois à sortir de la yourte dans la nuit. Et dès la 2e nuit, j'ai vu 2 yeux à 40 mètres qui m'observaient sous la lune. Et bon, pour les raisons un petit peu différentes, mais on s'éloigne un peu de la yourte
pour soi. Hein, et donc je le faisais, et les deux yeux me suivaient toujours à 40 mètres, ne sont jamais approchés. Donc on allait de manière parallèle. Il me ramenait ensuite jusqu'à 40 mètres de la yourte. Je me réendormais en pensant aux deux yeux du loup, et on se retrouvait la nuit suivante. C'était très, très agréable. On parlait de cheval. Alors, il y a en effet le travail, et puis il y a parfois les démonstrations, en particulier des hommes, c'est vrai, qui montent des chevaux à peine dressés, à peine mis, et qui veulent montrer ce qu'ils sont capables de faire. Regardez. Voilà, alors on a de la place, hein, on n'est pas obligé d'aller se montrer sur le stade local. Vous voyez comment on tient les chevaux toujours, hein, avec... Oui, puis on vient de voir aussi une selle typiquement mongole qui est en général en bois. Voilà. Et les Mongols sont très fiers aussi, les hommes particulièrement, de pouvoir montrer comment ils montent à cheval. Oui, parce qu'en fait la selle est en bois et comme c'est un peu dur, on préfère généralement, en tout cas au galop, être debout sur les étriers. Voilà, et on se déplace aussi souvent au petit trot, et donc on est à moitié debout, un petit peu appuyé sur cette selle. Et c'est très, très agréable. Un cavalier comme celui qu'on vous voit ici, c'est fréquent. Oui, tout à fait, c'est la norme en général dans la steppe. Mais les femmes non, moins. Les femmes moins, mais certaines, en général chez les nomades, les femmes savent monter aussi à cheval. Attendez, vous voyez, là, c'est Togbaya qui va chercher le chapeau perdu. Oui, il y a un côté fête, on s'amuse tout le temps. Je pense que la mort est triste, la vieillesse et la maladie sont tristes, mais je pense que vous avez eu le même sentiment. Hein, c'est toujours gai, c'est toujours complice. Oui, ils sont toujours la joie de vivre. C'est l'accueil aussi, comme ils accueillent les étrangers, l'hospitalité, c'est extraordinaire. La solidarité. Alors vous deux, par exemple, vous êtes originaire de Norvège, donc de pays plutôt froid aussi. Vous trouvez des similitudes ou c'est un autre monde? C'est un autre monde, ouais. C'est un autre monde. Ouais. Tout à fait. C'est un pays très très chaleureux, la Mongolie, je dirais, par rapport à la Norvège, qui est quand même, disons, plus difficile, je pense, d'entrer en contact avec les gens comme on l'a fait en Mongolie. Quant à la musique, on va le vérifier, elle est radicalement différente. L'ensemble Toumbash. L'ensemble Toumbash. On parlait tout à l'heure de cheval, et j'aimerais qu'on revienne un instant sur cette selle et sur ce hardachement. Alors je crois qu'on va pouvoir voir quelques images qui sont des images du quotidien, sur le pelage fauve d'un cheval mongol que voici, cheval à sabot lourd, hein, il faut que ça tienne dans la neige aussi. Alors voici la selle, l'étrier, selle. La selle en bois, toujours. Et puis celle-ci est une selle qui ressemble à la selle Tarhat, parce que les halkh en général sont plus longues. Donc il y a différentes selles selon les régions aussi. Et elles sont en général personnelles aussi. Donc elles appartiennent aux cavaliers qui montent le cheval. Et puis les chevaux en général ne sont pas ferrés, puisqu'ils doivent pouvoir avoir accès à tous les terrains de la steppe, que ceci soit caillouteux ou... voilà.
Alors ce sont ces chevaux qui servent à tout plein de choses, et qui servent au travail de la terre, qui servent aux cérémonies, qui servent aussi aux familles qui sont souvent cousines les unes des autres, à se rendre visite, en particulier à la période des fêtes. Et ça ne dure pas 3 jours, les fêtes. Non, alors la fête du Nouvel An dure en général pendant presque 1 mois, puisque les festivités se font durant la première semaine. Mais il s'agit de se rendre visite les uns aux autres, et la steppe, comme elle est vaste, donc on a besoin de beaucoup de temps pour pouvoir rendre visite à toutes les personnes que l'on connaît. Et donc on se souhaite la nouvelle année encore durant tout le mois de février en général. Et dans cette période, il y a toujours sur la table ces biscuits, ces friandises. Voilà, ce sont des sortes de pâtisseries mongoles que l'on prépare avant la fête. Et puis on prépare toujours par famille entre 1000 et 3000 bots, donc ces raviolis que l'on congèle à l'extérieur puisqu'il fait entre moins 30 et moins 40. Et donc comme ça, à chaque fois que des invités arrivent, on peut leur servir des bots et puis que l'on voit sur l'image à l'instant. Et puis aussi, il y a toujours un dos de mouton retourné sur la table, exposé aussi pour l'accueil et pour l'hospitalité. C'est aussi pour une bonne augure pour l'année suivante. Et en général, on doit être de bonne humeur et commencer la journée avec une bonne action pour prédire une bonne année. Et on le voit, toutes les générations sont présentes. Hein. Ah oui, absolument. La grand-mère, les enfants, les grands-parents, les oncles, les tantes. Et justement, on l'entend chanter à nouveau, puisque les chants sont toujours présents, que ce soit à cheval, quand on se balade, quand on va rendre visite à une famille, au travail. C'est toujours très vivant et on chante beaucoup. On parlait de friandises, je vais vous demander de faire passer celle-ci. Regardez bien, ça ne sont pas des caramels, bien que ce soit à base de lait de yak. C'est un fromage, comment s'appelle-t-il? Arul, c'est de l'arul que j'ai ramené du nord de la Mongolie, que j'ai fait sécher moi-même d'ailleurs cet été. Vous faites passer, on va voir un peu sur les visages. Votre maman connaît déjà? Oui, elle connaît. En général, elle les place sur le balcon à cause de l'odeur. Bon, bah si. On va faire le test, hein. Si d'autres veulent essayer, ils sont les bienvenus. Voilà, c'est parfait. Sandra, vous connaissez? On voit là. Oui, oui. Ils sont tous différents. Oui. Celui-ci n'est pas très sec. Là, il y en a 2 sortes d'ailleurs. L'un est sucré et l'autre est seulement à base de yogourt sans sucre. D'accord. On arrive à parler et à mâcher en même temps. On va essayer, mais je vous propose qu'on regarde aussi une autre chose. C'est le jeu quotidien. On s'amuse toujours, quel que soit l'âge. Alors chez les gamins, c'est parfois complicité enfantine, puis ailleurs, c'est souvent les jeux de cartes. Oui, en général, ce sont des jeux simples, puisqu'on n'a pas beaucoup de choses dans la steppe, donc on rigole beaucoup de tout. On se rend visite, on a dit il s'agit de semi-mongols, de semi-nomades, que dis-je. Et dans un groupe, il y a 3 yourtes, mais une sert plutôt, 3 ou 4 yourtes, mais une sert plutôt à entreposer. Puis 2 sont habitées, l'une plutôt par les parents et la famille, l'autre par des jeunes. Voilà. Et on passe de l'un à l'autre. Alors chez les jeunes, c'est les cartes. C'est les cartes, mais en général, on joue aussi avec des personnes âgées. Et puis les enfants aussi participent. À ce moment-là, ils apprennent très vite, en fait, très tôt, toutes les tactiques du jeu. Et à l'âge adulte, ils sont redoutables. Et puis c'est vrai que les familles, en général, chaque nouveau couple reçoit une nouvelle yourte lorsqu'ils se marient. Et c'est comme ça qu'ils forment un al, ce qu'on appelle un al. C'est un regroupement de plusieurs yourtes. Et la jijikgir, c'est la petite yourte que l'on utilise pour stocker les aliments. Alors, à l'instant, là, pardon, je mâche un peu, mais ça va passer. C'est long. C'est très sec. Oui. Merci. Je vous tout de suite. Mais on voyait à l'instant à l'image votre tenue, on a vu la vôtre, ce sont des tenues traditionnelles? Oui, ce sont des tenues qui sont traditionnelles et que l'on fait aussi sur place. En général, les femmes les portent comme ça toutes seules et puis les hommes ont des vestes de ce type, mais plus amples, que l'on met par-dessus les delles qui sont les longues robes, que l'on peut appeler comme ça, que l'on utilise dans la steppe pour le travail. En hiver, on met encore un khurum par-dessus parce que ça tient chaud. Et ceci, c'est une amie à moi qui les
les a cousus. Et en général, il les fait sur mesure. Voilà. Alors, je précise justement que cet habit à vous, son contact se trouve sur notre site. On expliquera tout à l'heure avec Sandra qu'on peut aussi obtenir toutes sortes d'objets de l'artisanat, de meubles qui sont en train d'attendre que des acheteurs potentiels pour aider l'opération Globe Trekker. Donc, toutes ces adresses, je le répète, sont sur notre site. On le disait tout à l'heure, le vêtement, c'est de la para, mais c'est aussi du voyage. Et on se rend visite de famille à famille. Voici à peu près à quoi ressemble une de ces expéditions. Destination à peu près, disons 15 à 20 km en de général, là. Oui, voilà. hein. Ce sont des familles ou des amis qui habitent en général à une vingtaine de kilomètres. Et on voit aussi l'utilité de ces DEL qui sont en général multi-emplois. Donc c'est ces longues robes qui est recouverte d'un khouroum, la petite veste. Et en général, elles ont une grande poche, surtout chez les hommes, puisque la ceinture se place très bas, contrairement à la femme. Et on utilise ces poches pour mettre les enfants ou bien un chevreau, par exemple, s'il y en a un qui est malade ou blessé. On peut aussi mettre des aliments, une bouteille de vodka pour offrir à la famille à laquelle on va rendre visite. Ou aussi, s'il fait froid, on peut se couvrir avec pour dormir chez quelqu'un si on passe la nuit. Donc c'est vraiment multi-emploi et très pratique. Et il y en a pour différentes saisons, donc voilà. On part comme ça en visite, généralement en fin d'après-midi ou dans l'après-midi, mais on s'efforce toujours de ne pas arriver après la nuit nettement tombée. Hein. On essaye, mais ça peut arriver que quelqu'un arrive tard le soir, donc il est encore convié au repas et à passer la nuit en général. Oui, toujours, on ne repart pas voilà. ensuite. Oui. Non, on ne repart pas. Ça, vous l'avez vécu, je pense, c'est un accueil extraordinaire. Parce que, bon, il y a le feu, puis il y a la bougie unique. Et puis on se regroupe là autour et on parle. Et beaucoup de nourriture aussi. Ah oui, et de bonne nourriture. De bonne nourriture, c'est vrai. Ah. Oui, et puis alors, on l'a vu tout à l'heure dans la yourte, et c'est pratiquement dans toutes les yourtes pareil, il y a une moto. Hein, parce qu'on a beau avoir... Alors la moto, elle sert éventuellement à aller chercher des secours rapidement. On ne sait pas, mais enfin, la voici cette moto. Et je dois dire que cette moto, elle est parfois mongole, mais... généralement, puisque la Mongolie faisait quand même partie du grand bloc soviétique, cette moto était souvent de fabrication tchèque, ce sont des Java. Et évidemment, on y va à plusieurs, et puis écoutez les pleurs de quelqu'un qui voudrait bien monter, mais qui ne va pas y arriver. Voilà. C'est en général très pratique puisqu'on peut s'asseoir à 3 ou 4 dessus. C'est ça. Alors les pleurs, ce ne sont pas ceux du passager. Le passager se barre. Les pleurs, ce sont ceux du gosse qui va devoir rentrer jusqu'à la yourte à pied. Ça, c'est la vie quotidienne. Nous, on ne sort pas très souvent la moto parce que ça consomme de l'essence, voilà, qu'on n'en a pas beaucoup. L'essence est très chère et c'est surtout un véhicule plutôt de prestige. Enfin, ils sont très fiers d'en avoir une et d'en posséder une, mais le cheval reste quand même plus pratique puisqu'il n'a pas besoin d'essence. Alors, vous disiez aussi tout à l'heure que vous avez itinéré. Comment se rendre... Allez, imaginons que je ne sois encore jamais allé en Mongolie ou disions à quelqu'un, l'attention de quelqu'un qui se trouve là ou qui nous écoute et qui se dit mais c'est très beau, mais est-ce que je suis capable d'y aller moi-même? Alors, réponse, que fait-on si on veut aller en Mongolie à part, enfin au-delà de Oulan-Bator même? Alors au-delà, d'abord pour se rendre à Oulan-Bator, il y a l'avion qui passe en général par Moscou ou par Pékin. Et puis on peut prendre le transsibérien aussi depuis Moscou pour se rendre jusqu'à Oulan-Bator. Et ensuite on peut aussi contacter des guest house ou des gens sur place qui peuvent organiser des tours aussi en jeep avec un chauffeur par exemple, ce qui est très pratique puisque ça permet de voir un grand nombre de places sans attendre forcément 4 jours en autostop pour avoir un transport. Et puis aussi, on peut se rendre en minibus. Il y a des bus publics depuis la capitale, mais c'est assez compliqué quand on ne parle pas la langue. Donc, voilà. On ne ressent pas le danger. Non. On sent en toute sécurité. Oui, de toute façon. Des enfants de 4-5 ans qui font du stop. C'est sécurisant. Enfin. Et aussi, si on est perdu ou tout seul, en général, toujours quelqu'un viendra pour nous aider ou pour nous orienter. Toujours, quelqu'un sur notre chemin. Voilà. Voilà. Étonnamment, c'est extraordinaire. Ouais, extraordinaire. Alors, je vous présente, vous ne la connaissez pas, Sandra Roth. Sandra, il y a combien de temps que vous êtes rentrée de Mongolie là? Je crois 2 semaines.
2 semaines. Donc, enfin non, je ne suis pas rentrée de Mongolie, mais ça fait 2 semaines que je suis que vous êtes ici, oui. Mais disons que vous êtes allé, vous étiez déjà sur ce plateau en juin avec toute l'équipe de Globetrotter. En 2 mots, vous pouvez nous rappeler ce qu'est Globetrotter? En fait, Globetrotter, c'est un camion qui fait du transport. Il aimerait bien faire le tour du monde. Et puis là, en l'occurrence, il est parti en Mongolie pour amener du matériel pour une école. Et c'est son 2e voyage. Et ça s'est très bien passé. Et il y a bien des chances que ça va continuer, en tout cas avec la Mongolie. Alors, vous avez filmé. On va voir un extrait de ce voyage, puis on y reviendra après. Ça amène énormément, ça amène l'envie déjà de refaire ça amène l'envie de dire à tout le monde, voilà, ça sert à quelque chose. Il faudrait même faire plusieurs voyages, moi je pense, mais bon, c'est toujours les budgets qui manquent, quoi. C'est toujours pareil. Alors là, on peut faire un appel à toute personne qui aurait envie d'acheter une yourte, des bottes en cuir mongoles, des produits mongols, parce que ça serait une idée pour développer le projet. La laine de chameau. La laine de chameau ou plein de choses. Qu'on va peut-être voir maintenant si nos amis réalisateurs peuvent en trouver les photos, des photos qui sont sur le site de Globetrotter. Et c'est vrai que, bon, une yourte, je ne suis pas sûr qu'on puisse toujours la mettre sur son balcon, mais il y a des meubles très beaux, très simples. On les a vus dans les images d'ailleurs des reportages. Ils sont peints de rouge légèrement, un petit peu de la couleur des chapeaux aussi. Il y a des chapeaux, il y a des bottes extraordinaires. Vous avez rapporté des choses ou vous étiez... Non, j'étais assez chargée, donc... Mais vous comptez sur le camion pour vous en rapporter, alors? J'ai pas, en fait, j'ai pas... C'est-à-dire que moi, j'ai fait la partie où on a amené le matériel et après on était à Ulaanbaatar. Donc, j'ai pas été au marché, j'ai pas vu le matériel. Alors Vous avez couru, quoi? Voilà. J'ai pas... Mais par contre, je peux le commander maintenant. D'accord. Donc là aussi, c'est des choses qu'on peut commander où on veut, quand on veut. Vous avez remarqué que le temps... il y a un proverbe qui dit que le temps n'existe pas, seuls les événements comptent. Mais le temps est différent en Mongolie et ici. Ici, on est déjà pratiquement arrivé à la fin de cette émission, alors qu'en Mongolie, on commencerait à se parler avant que ça ne s'égrène pendant toute la nuit. Oui, le temps est différent. Nous avons essayé à travers les images, à travers même cette discussion qui a été volontairement sereine, de dire un peu comment ça se passe dans une yourte. Vous vous y êtes un peu retrouvés? Oui. Hein? C'était en tout cas ce qu'on a essayé de faire à travers les images, à travers les musiques. C'est ce que nous essayons de faire chaque fin de semaine dans ces vadrouilles autour de la planète. On va donc être quasiment sur le point de se quitter, mais je rappelle que nous ne sommes pas diffusés qu'en Suisse. On est diffusés aussi sur TV5 par le satellite, et que quand il y a un peu d'électricité, même dans une yourte, il arrive qu'on prenne la télévision. Alors des messages rapides aux uns aux autres. Voilà, alors, Namek, Mitirtanik, Buchnaitz, noch tout, Saïchanik aussi. Voilà, alors quand même un petit peu pour qu'on sache ce que vous avez fait là. Alors j'ai tout simplement souhaité la santé, le bonjour à tous mes amis et les personnes que je connais sur place. Et puis voilà, qu'on se verra bientôt, puisque je retourne probablement cet hiver et sinon avec ma mère en été prochain. Vous pensez qu'un jour vous allez vivre complètement en Mongolie? J'aimerais beaucoup. Je me suis déjà acheté une yourte cet été sur place. Et puis en attente peut-être de louer un terrain. Alors voilà. Et puis j'ai des amis qui tiennent une guest house justement dans le nord, donc avec eux je pourrais peut-être travailler un peu. Ouais. Oui, de façon à ne pas être une charge et de ne pas non plus être comme touriste, encore que c'est un terme qui n'est pas
très utilisé. On est visiteur, on est accueilli. Voilà, on est en visiteur. général visiteur. Et puis voilà, en ce moment, je connais en fait beaucoup de personnes. Donc, je rends plutôt visite à des amis, des familles que je connais. Bon, en tout cas, merci à vous tous. Je vais faire repasser ça, mais pour ne pas avoir la bouche pleine, je vais prendre congé maintenant de tout un chacun. Merci d'avoir été là. Merci Anita d'avoir ainsi parrainé votre fille. Elle vous a convenu aujourd'hui? Elle a bien défendu ce pays que vous ne connaissez pas encore? Ah oui, comme toujours d'ailleurs. Voilà, on voit maintenant les 2 disques, il y en a 3 au total de l'ensemble Tumbash. L'ensemble Tumbash avec lequel nous allons terminer cette émission. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres et à bientôt. Au revoir.